du tout. On peut tourner ça dans tous les sens que l'on veut, mais des amis ne vous font pas perdre un tiers de votre territoire, ne vous font pas perdre 200 000 hommes, ne ravagent pas votre jeunesse, ne vous endettent pas. Vous savez que le Royaume-Uni a fini de payer sa dette aux États-Unis tout dernièrement, je crois que c'était il y a à peine 5 ans que le Royaume-Uni a fini de payer sa dette. L'Ukraine n'a pas fini de payer sa dette aux États-Unis, croyez-moi bien. Donc les vrais amis ne font pas ça. Aujourd'hui, l'Ukraine est entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est la Russie. Mais si vous croyez une seule seconde que l'OTAN est l'ami de l'Ukraine, révisez un petit peu votre géopolitique. L'OTAN a emporté l'Ukraine dans une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner, qu'elle n'avait pas la moindre chance de gagner, et dans laquelle elle va perdre du territoire et des hommes et une position économique. Et maintenant, l'Ukraine aurait tout intérêt à geler ce conflit au maximum, mais les États-Unis ne l'entendent pas de cette oreille. Alors, dans ce contexte, quand l'information apparue sur les réseaux sociaux que Eugène Prigojine était en train de marcher sur Moscou pour prendre le pouvoir et virer Shoigu, bon, là tout de suite, je me suis dit, ouh là là, ça ressemble à une maskirovka. Alors, maskirovka, retenez bien, vraiment bien ce terme. C'est un terme de l'art opérationnel russe. Il a été développé dans le concept des batailles en profondeur, qui venait donc de la grande doctrine soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est par le concept de bataille en profondeur que les soviétiques ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. 27 millions de morts tout de même si les Hollywood nous a fait peut-être penser que c'était les États-Unis qui avaient libéré l'Europe du nazisme. Pas du tout, même si en effet l'Union soviétique était une dictature et on peut difficilement parler de libération quand on remplace une dictature par une autre. Cela dit, la dictature nazie tout de même était bien plus brutale pour les pays d'Europe occidentale. Pas pour les pays d'Europe orientale par rapport au stalinisme, mais fermons cette parenthèse. Alors, la bataille en profondeur, c'est le concept qui a permis aux Russes, aux Soviétiques, de gagner notamment l'opération Bagration. L'opération Bagration, c'est plus de 20 divisions allemandes qui sont ravagées en quelques jours. C'est la plus grande victoire militaire de tous les temps. C'est la plus grande, du coup, proportionnellement, défaite militaire de tous les temps. La plus grande défaite militaire de tous les temps, c'est l'Allemagne qui l'a subie. Et c'est l'opération Bagration qui est réalisée par l'absolu génie Konstantin Rokossovski. On va revenir d'ailleurs dessus parce que Vladimir Poutine est un fervent admirateur de Konstantin Rokossovski. Pour comprendre aussi la psychologie de Vladimir Poutine, je vous conseille de regarder l'excellente série soviétique 17 moments de printemps. 17 moments de printemps, qui est disponible gratuitement sur YouTube parce qu'il n'y a plus de droits d'auteur pour l'ex-Union soviétique. Et même la CIA a regardé cette série, 17 moments de printemps, elle l'a regardée avec assiduité parce que ce que ferait Poutine est calqué sur ce que ferait le personnage principal de cette série, dont l'acteur, d'ailleurs, Vyacheslav Tikhonov, a été décoré par Vladimir Poutine. Donc il a une admiration absolument sans borne pour cet acteur et pour cette série. Et il est rentré au KGB, au passage, parce qu'il avait vu cette série. Cette série l'avait impressionné et il a décidé de devenir espion parce qu'il avait vu cette série, 17 moments de printemps. Alors, l'opération Bagration, dont l'architecte était Konstantin Rokossovski, a explosé l'armée nazie, plus de 20 divisions, et elle a procédé d'une bataille en profondeur et de maskirovka, avec les Russes qui présentaient des faux canons, des canons juste en bois. Ils poussaient le vis jusqu'à brûler les plantes à l'entrée de la bouche du canon pour faire croire qu'il avait déjà tiré. Donc ils prenaient des lance-flammes pour brûler les plantes sur le sol pour faire croire que vraiment le canon avait tiré. Et ça, c'était la maskirovka, la désinformation militaire. Donc la définition de la maskirovka, c'est la désinformation militaire en vue de tromper l'adversaire, bien entendu. Donc quand j'ai vu les informations sur Prigojine qui monterait sur Moscou pour faire un coup d'État, je me suis dit, bon, ça pue la maskirovka. Et alors là, évidemment, tous les trolls, les armées de trolls sur Twitter, c'était assez marrant. Oh là là, mais Idriss, t'y connais rien, on va faire une photo de ton tweet, tu vas voir, tu vas le rétracter, ton tweet, t'as pas honte, tu es vraiment nul, etc., etc. Et puis bon, aujourd'hui, maintenant que les informations sont tombées, le scénario de la maskirovka est de très loin le plus probable, pour ne pas dire maintenant le plus évident. Je veux tout de même bien reconnaître qu'il y a un brouillard de guerre et qu'il y avait tout à fait une possibilité d'un coup de maître absolu, d'un coup spectaculaire de la CIA. Alors ça aurait été au passage le plus beau coup de toute l'histoire de la CIA. Si elle l'avait réalisé,
si elle avait vraiment infiltré Wagner, si elle avait vraiment été capable de faire rapatrier des Wagnerites, l'orchestre, comme disent les Russes, en Russie par des avions de transport et d'acheter simultanément plein de généraux et d'acheter donc des traîtres un peu partout en Russie, honnêtement, ça aurait été le plus beau coup de toute l'histoire de la CIA. Mais ça n'a vraiment pas été le cas. C'était une maskirovka très vraisemblablement pour encourager les Ukrainiens à attaquer. Exactement comme Napoléon a gagné à Austerlitz. Hein. Quand Napoléon n'arrive pas à pourchasser l'armée russe, à Austerlitz, les Russes, eh bien, ils donnent l'impression d'errer, ils donnent des signes de faiblesse, il envoie des missives pour négocier, il dit qu'il veut négocier, donc il donne tous les signes de ce qu'il est faible, et ensuite il attire un tsar Alexandre qui est jeune, impétueux et qui a vraiment envie d'une victoire, contrairement à Koutousov, qui alors lui, pour le coup, est un vieux briscard et qui lui dit surtout n'attaque pas, mais bon, le tsar est impétueux, et il se lance dans Austerlitz et ça va donner une défaite majeure, la plus grande victoire de Napoléon, la plus magistrale. Vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement du Wagner Group était une maskirovka pour encourager les Ukrainiens à attaquer et pour infliger une défaite décisive pour accélérer la guerre. Alors, est-ce que la maskirovka a vraiment marché, je veux dire, sur l'armée ukrainienne ? Il est encore trop tôt pour le dire. Ça, vous le verrez dans les jours qui viennent. Quand je dis qu'il est encore trop tôt pour le dire, c'est tout de même que la première chose que j'aurais faite si j'étais à l'état-major ukrainien, après avoir vu donc le Wagner Group qui prétendument prend Rostov-sur-le-Don et avance droit vers Voronezh et Moscou pour prendre le Kremlin, soyons fous, la première chose que j'aurais faite en tant que chef d'état-major de l'armée ukrainienne, c'est de téléphoner à Washington et de leur demander, bon, c'est vous ou c'est pas vous ? Vous êtes derrière ça ou vous n'êtes pas derrière ça ? Si vous n'êtes pas derrière ça, on n'y va pas. Et évidemment, la CIA ne va pas dire à l'Ukraine qu'elle est derrière cette opération si elle ne l'est pas. Donc je ne pense pas que les Ukrainiens soient tombés dans le panneau complètement. On a eu des rapports qui disaient que les Ukrainiens avaient avancé, avaient progressé. On a eu plusieurs rapports en ce sens. Mais je ne pense pas que les Ukrainiens soient tombés complètement dans le panneau. Cela dit, ça a pu permettre à Poutine de faire des purges. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Parce que Poutine est un professionnel du renseignement et il connaît ses classiques. Les Russes, comme les Chinois, sont de grands connaisseurs de leur propre histoire. Et dans l'histoire russe, vous avez une opération qui devrait être enseignée dans les livres d'histoire, qui s'appelle l'opération, si ma mémoire est bonne, Splinter Factor. Splinter Factor. C'est une opération par laquelle la CIA va forcer les Russes à tuer leurs propres agents. Alors c'est un modèle, c'est le modèle nazi. La CIA s'est beaucoup inspirée du modèle nazi à beaucoup d'égards pour les attentats sous faux drapeau, notamment les attentats de Bologne. Mais après tout, elle a raison, elle prend ce qui marche. Et l'opération Splinter Factor,